Bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité à venir parler des critères de qualité d'une alimentation durable. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation et ma DPI est accessible sur le site santegouv.fr. Donc, je vais commencer par une définition, la définition de l'alimentation durable donnée par la FAO en 2010. Alors pourquoi? Parce que cette définition est la première officielle à avoir été donnée sur l'alimentation durable et aussi parce que c'est la définition de référence sur laquelle de nombreuses études sur l'alimentation durable se sont basées et se basent encore aujourd'hui. Donc cette définition dit que les régimes alimentaires durables ont de faibles conséquences sur l'environnement. Il contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à une vie saine pour les générations présentes et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes. Ils sont culturellement acceptables, oui, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains et permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Donc, vous voyez que c'est une définition ambitieuse, holistique, et on peut y lire en fait quand on la regarde de façon à pouvoir l'utiliser pour conduire des études, on peut y lire la présence de quatre dimensions, donc, que sont la nutrition et la santé d'une part, puisqu'elle doit être nutritionnellement adéquate, saine et sûre, l'environnement, protectrice et respectueuse de la biodiversité des écosystèmes, la dimension socioculturelle à travers l'acceptabilité culturelle qui est un pilier fondamental, mais aussi la dimension socio-économique à travers la mention du fait que cette alimentation doit être économiquement viable, accessible et abordable. Et c'est bien quand on a le respect de ces quatre dimensions qu'on va pouvoir parler d'alimentation durable. Donc, pour aller vers une alimentation plus durable, il faudra faciliter le respect de ces quatre dimensions simultanément. Alors, pour étudier l'alimentation durable à partir de cette définition, on va avoir besoin d'indicateurs fiables pour chaque dimension, qu'on appelle aussi les métriques de l'alimentation durable. J'en ai listé beaucoup, qui sont ceux qui sont le plus couramment utilisés. Donc, sur la nutrition et la santé, bien sûr, on va avoir la composition nutritionnelle des aliments et des diètes, les recommandations, différents scores de qualité nutritionnelle. Et pour les études qui s'intéressent à la santé, il faudra bien sûr des données de santé. Sur l'environnement, il y a aussi tout un tas d'indicateurs d'impact environnemental. Et d'ailleurs, l'ADEME va bientôt délivrer une table très complète de très nombreux indicateurs pour les aliments couramment consommés en France. Les émissions de gaz à effet de serre, ou appelées aussi l'impact carbone, sont un indicateur qui est très couramment utilisé parce que ce sont des données qui sont disponibles depuis plus longtemps que les autres à l'échelle d'une base de données importante. Pour la dimension culturelle, alors là, c'est quand même assez difficile à considérer et finalement, beaucoup d'études vont considérer que en regardant ce que font les gens aujourd'hui, c'est-à-dire en s'appuyant sur les aliments qu'ils consomment et les consommations alimentaires observées dans la population, on va pouvoir approcher cette dimension d'acceptabilité culturelle. Pour l'économie, c'est encore plus difficile à considérer et souvent les études se contentent de considérer comme métrique de cette dimension-là le prix des aliments et le budget alimentaire des ménages. Alors, ce qui est intéressant et important, c'est de savoir quelle est la compatibilité au sein de ces dimensions et entre les dimensions. Par exemple, on voit bien justement sur la dimension économique qu'au sein même de cette dimension-là, ça ne va pas être forcément évident d'avoir une alimentation qui est à la fois accessible pour le consommateur, mais aussi rémunératrice pour le producteur et les autres professionnels de l'alimentation. Entre les dimensions, on sait depuis longtemps maintenant que, eh bien, en dessous d'un certain budget alimentaire, ça va être très difficile d'avoir une alimentation
nutritionnellement adéquate. Alors, une fois que ces données, on sait quelles sont les métriques nécessaires, il va falloir aller collecter les données correspondant à ces métriques. Et ces données, on va les trouver dans des sources très hétérogènes, très différentes les unes des autres, pour les nutriments, les tables de composition, pour les habitudes de consommation, les enquêtes alimentaires, pour les prix, les enquêtes d'achat, etc. Donc, le jeu, en fait, va consister à agréger ces données de sources hétérogènes pour les compiler en une seule base de données qui sera forcément générique, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces données sur tous les aliments consommés par chaque individu. Donc, on va avoir forcément un degré de généricité. Et c'est ça qui va permettre d'étudier l'alimentation durable. Alors, si elles sont croisées avec des données de santé, on va pouvoir étudier la santé, mais rien que ces bases-là, sans même des données de santé, permettent de conduire des études assez intéressantes qui apportent des enseignements sur l'alimentation durable, et je vais vous en donner quelques exemples. Alors, par exemple, pour la dimension économique, on peut estimer avec cette base de données le coût journalier de l'alimentation des adultes en France en connaissant le prix moyen des aliments. Et puis, on voit, quand on croise ce coût avec les apports énergétiques, il y a une corrélation très forte et très positive. Donc, c'est un constat vraiment tout à fait basique, mais qui est important à ne pas oublier, puisque cette corrélation très forte entre calories et coûts, elle vient beaucoup expliquer de relations qu'on voit en première intention dans les études. Et donc, on va devoir ajuster sur cette corrélation. Mais avant d'ajuster, cette corrélation en elle-même est riche d'un enseignement très important, qui est que si on mange moins ou pas plus que ce dont on a besoin, ou si on gaspille moins, eh bien, on va pouvoir maîtriser les coûts. Alors justement, en termes d'accessibilité financière, une métrique qui s'est avérée vraiment très, très importante, et notamment quand les personnes ont un petit budget à gérer, c'est le coût des calories dans les aliments. Ce que vous voyez ici, c'est une hiérarchie en fait des groupes d'aliments les uns par rapport aux autres qui peut se dessiner en fonction de ce coût des calories. Et en s'appuyant sur cette variable importante, eh bien, on peut déjà voir comment on peut induire et faciliter une compatibilité entre accessibilité financière et nutrition. On voit qu'on a deux groupes chers à gauche qui sont les fruits, légumes, la viande et le poisson. Donc, puisque ces groupes sont chers, il va falloir rééquilibrer l'alimentation pour aller plutôt vers les fruits et légumes et dépenser moins pour la viande et le poisson pour avoir une alimentation équilibrée avec un petit budget. Pour les groupes intermédiaires, pareil, on va plutôt aller vers les produits laitiers que vers les plats mixtes. Pour les groupes qui sont des sources de calories pas chères, on va plutôt favoriser les céréales et les légumes secs que les produits sucrés et salés. Et ainsi, en s'appuyant sur cette hiérarchie, on peut trouver des solutions pour tendre vers une alimentation qui va pouvoir combiner accessibilité financière et nutrition. Alors, juste un petit warning, vous voyez ici que deux groupes qui sont les produits sucrés et salés et les matières grasses ajoutées sont des sources très peu chères de calories. Et donc, ça explique en grande partie le fait que quand on a un petit budget, on a tendance à avoir une alimentation plutôt déséquilibrée. Alors, on peut faire exactement le même type de raisonnement pour la dimension environnementale. Je vais prendre l'exemple de l'impact carbone de l'alimentation des adultes en France. Quand on corrèle l'impact carbone moyen journalier l'impact carbone de l'alimentation des individus et qu'on le croise avec les apports énergétiques de ces personnes, on voit, comme tout à l'heure, une corrélation très forte, positive, entre l'apport calorique et l'impact carbone. Et donc, on en conclut que si on veut gaspiller, si on veut impacter moins, il va falloir manger moins ou pas plus que ce dont on a besoin et gaspiller moins. Donc, on peut faire exactement le même type de raisonnement que celui que j'ai fait tout à l'heure pour le coût, et on peut donc le faire pour l'environnement et notamment pour l'impact carbone.
si on regarde l'impact carbone des groupes d'aliments exprimés pour 100 kilocalories d'aliments, on voit aussi se dessiner une hiérarchie qui est celle que vous voyez ici, et on peut aussi en déduire des choix qui vont favoriser l'atteinte d'une alimentation équilibrée pour un impact carbone plus faible, donc une alimentation plus durable, et donc notamment au sein des produits animaux, en allant plutôt vers des produits animaux moins impactants, déjà au sein des viandes, mais aussi entre des produits animaux qui sont chers et des fruits et légumes. Donc, on va shifter la consommation de viande vers celle de fruits et légumes. Et puis, au sein des groupes intermédiaires, on va pouvoir aussi favoriser plutôt les produits laitiers que les plats mixtes, qui ont à peu près un impact carbone similaire en termes de kilocalories. Et pareil, on va favoriser les céréales et les légumes secs plutôt que les produits sucrés. Vous voyez qu'on peut tenir à peu près, c'est un peu simpliste comme raisonnement, mais globalement, ça tient la route, même quand on remet ça dans le cadre d'une alimentation totale et pas uniquement en restant au niveau des groupes d'aliments. On a le même warning à faire remarquer, qui est que ces produits sucrés et ces matières grasses ajoutées sont des produits qui ont un très faible impact carbone par rapport à des aliments plus intéressants en termes d'apport nutritionnel, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on tient compte maintenant de l'acceptabilité culturelle? Donc là, il va falloir monter à la dimension des diètes et regarder ce que les gens font dans leur vie quotidienne. Pour ça, il y a une approche qui est faisable, qui s'appelle l'approche par la déviance positive, et qui va consister à identifier dans la population des personnes qui déjà ont une alimentation plus favorable en termes des différentes dimensions de la durabilité. Donc là, c'est un exercice que nous avons fait dans la population française et puis qu'on a répliqué dans différentes populations de différents pays européens. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les personnes qui combinent deux dimensions de la durabilité, mais favorablement. Donc ici, des personnes qui vont avoir à la fois une qualité nutritionnelle meilleure que celle des autres et un impact carbone plus faible que celui des autres. On les appelle des déviants positifs parce qu'ils sont différents des autres, mais positivement différents. On s'aperçoit qu'on a un adulte sur 5 qui est déjà un déviant positif et son alimentation a un impact carbone diminué de 20% en moyenne. Quand on compare l'alimentation de ces déviants positifs avec le reste de la population, eh bien, on voit qu'il n'y a pas un bouleversement complet des consommations alimentaires par rapport à la moyenne de la population. On a des ajustements qui sont logiques, plus de fruits et légumes, plus de féculents, moins de produits animaux, moins de viande de ruminants, mais il en reste même un petit peu. Et aussi une alimentation qui est plus frugale puisque ces personnes ont une alimentation, des apports énergétiques plus faibles. Donc en fait, cette alimentation plus durable des déviants positifs, elle est diversifiée, frugale, flexitarienne et elle est en moyenne un peu moins chère parce qu'elle contient moins de viande notamment. Alors on a répliqué une approche tout à fait similaire sur 4 pays européens et on a trouvé des conclusions tout à fait similaires également, avec chez les déviants positifs à peu près un cinquième de personnes déviantes positives il y avait un impact carbone diminué d'à peu près 20%, avec une diminution du ratio animal-végétal dans leur alimentation, et puis moins de boissons chaudes, alcoolisées et sucrées, ce qu'on voyait aussi dans la population française. Donc on peut dessiner en gros la diète des déviants positifs en Europe et elle contient finalement 1 kg de produits végétaux et 400 grammes de produits animaux avec une diversification au sein de chaque catégorie, qu'elle soit végétale ou animale. Donc la conclusion, c'est que l'exclusion de catégories entières d'aliments n'est pas nécessaire pour tendre dès aujourd'hui vers une alimentation plus durable puisqu'il existe des personnes qui ont déjà une alimentation plus favorable sur les différentes dimensions de la durabilité.
Alors, juste, je voulais vous signaler que l'an dernier, la FAO et l'OMS ont sorti un guide sur l'alimentation durable et saine. Donc, ça a un petit peu changé de formulation. Maintenant, la santé a paradoxalement été dissociée de la durabilité dans le titre, hein, Sustainable Healthy Diets. Donc, la santé devient très, très importante, avec des mentions spéciales, par exemple sur les antibiotiques, les hormones, les plastiques. Et la lutte contre les inégalités de genre sont explicitement mentionnées, ce qui est tout à fait intéressant, sachant que les deux premiers points portent sur l'allaitement et la limitation des aliments ultra-processés. Donc, il était quand même très important que la FAO et l'OMS mentionnent cette nécessaire lutte contre les inégalités de genre. Je voulais simplement signaler, vous le savez, mais je pense que ça ne fera jamais de mal de le répéter, qu'il faut faire attention aux limites d'un raisonnement simpliste qui assimile le végétal et le sain. Dans cette assemblée, vous le savez, mais la plupart des personnes sont un petit peu très influencées par le marketing et les discours sur ce qui est vert et bon. Donc, attention à ça. Et donc, pour conclure, équilibre et frugalité restent d'actualité. Je pense que la question n'est pas vraiment de savoir de combien réduire la consommation de viande ou de combien augmenter la consommation de produits végétaux. En fait, on le sait déjà, hein, toutes les études sont convergentes. On sait qu'il faut réduire la consommation de viande. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de trouver les moyens de convaincre le plus grand nombre d'individus à faire un pas dans cette direction, et chacun à partir de son propre point de départ. Voilà, je vous remercie et j'ai terminé l'enregistrement.